Vous avez déjà vu quelqu'un essayer de brûler un jardin de fleurs, juste parce qu'on lui a dit de se mêler de ses oignons? Ouais, moi non plus, jusqu'à ce que ça m'arrive. Et croyez-moi, tout ça a commencé à cause d'un treillis tordu et d'une carène en tailleur beige avec un ego plus grand que le quartier. C'était un de ces matins rares et parfaits de fin mai, le soleil réchauffait juste ce qu'il fallait, la brise fraîche rappelait que le printemps n'avait pas encore dit son dernier mot. Ma femme Elena était dans le jardin en train de redresser une branche de clématite qui s'était affaissée. Avec son chapeau de paille trop large, ses gants verts flashy, elle ressemblait à la reine d'un royaume de verdure et elle le portait bien. Notre jardin, ce n'était pas juste un passe-temps. Il avait gagné des prix, des rubans, des plaques. C'était la fierté du quartier et la jalousie polie de tous ceux qui avaient un carré de terre et des illusions de grandeur. Moi, j'étais sur le porche, ma deuxième tasse de café à la main quand l'atmosphère a changé et elle est arrivée. Marilyn Durham, la présidente autoproclamée de l'association de copropriété de Deerbrook Grove, chef du comité de la conformité et ennemi public numéro 1 de toute forme de joie. Elle descendait le trottoir comme si elle allait se faire sacrer impératrice. Tailleur beige, chignon, tiré clipboard en main, toujours ce foutu clipboard. Elle s'est arrêtée juste devant notre clôture, les bras croisés, les yeux plissés sur nos tulipes, comme si elle lui devait de l'argent. Vous savez, dit-elle avec une voix douce, comme du sucre frelaté. Certains résidents trouvent que toute cette végétation perturbe l'harmonie esthétique du quartier. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Vous parlez des fleurs? Elle n'a même pas cligné des paupières. L'ensemble du jardin, il manque de symétrie. C'est visuellement agressif, en contradiction avec les normes communautaires. Et là, Elena, Dieu la bénisse, a essayé de répondre poliment. Elle fait toujours ça. Mais moi, j'en avais plein les bottes. J'ai posé mon bras sur le portillon, je me suis penché tranquillement, et je lui ai dit, si notre jardin t'agresse visuellement, ferme les yeux, ou va vivre dans le désert. Son sourire a disparu si vite que j'ai cru l'avoir imaginé. Elle n'a rien dit. Elle a tourné les talons, et ses talons aiguilles ont crissé dans le gravier comme des os qui craquent. Tu penserais que c'était fini, non? Un petit clash, une carène humiliée rideau. Mais non, j'ai sous-estimé à quel point la mesquinerie peut s'enraciner profondément. Le lendemain matin, j'ouvre ma boîte aux lettres et je tombe sur une lettre de plainte. Pas une simple remarque. Non, une lettre formelle envoyée au bureau du comté accusant 3 de mes voisins de violation du règlement HOA. Aménagement paysager non autorisé, poubelle mal rangée. Et mon préféré drapeau saisonnier sans permis. La lettre était signée de mon nom, faussement. Et devinez quoi? Elle avait été envoyée à mes voisins aussi. Le premier à débarquer, c'était Jack Pearson, un vétéran du Vietnam connu pour ses nains de jardin en armée de plomb et ses flamants roses solaires. Il avait l'air trahi. Matt, m'a-t-il dit, me tendant la lettre comme si elle était radioactive. On s'est toujours bien entendu. T'aurais pu m'en parler directement. J'ai pas crié, j'ai pas nié. Je l'ai fait entrer, je lui ai montré mes vidéos de surveillance, la preuve que je n'avais rien mis dans cette boîte aux lettres ce jour-là. J'ai sorti les horodatages, les captures d'écran, même des brouillons pour comparer l'écriture. 10 minutes plus tard, Jacques est reparti furieux, mais pas contre moi, contre Marilyn. Et j'ai fait la même chose avec les autres. Mia, l'infirmière des urgences qui dort à peine. Les Rosen, un couple adorable qui peignent leurs galets en couleur pastel pour amuser leurs petits-enfants. Tous ont été choqués, puis furieux, puis soulagés. Mais le mal était fait. Elle avait volé mon nom, ma signature, essayé de me transformer en ennemi de mes propres voisins. Alors je suis allé au bureau du comté. J'ai déposé une plainte officielle pour fraude, donné des échantillons d'écriture, raconte tout à une employée nommée Denise, et dès que j'ai mentionné Deerbrook Grove, elle a levé un sourcil. « Vous n'êtes pas le premier », a-t-elle murmuré. Et malgré tout ça, malgré la lettre trafiquée, les relations sabotées, les preuves en main, j'ai senti que ce n'était pas fini. Il y avait ce silence. Le genre qui s'infiltre dans la maison comme un courant d'air glacial par une fenêtre fissurée. Et puis, la tempête est arrivée. 3 nuits plus tard, à l'aube, je regarde les alertes de mon système de sécurité. Toutes allumées. Une vraie guirlande de Noël. Je lance les enregistrements. 10 silhouettes. Habillées de noir, gants, masques, outils. Ils escaladent la clôture, piétinent les parterres, décapitent les clématites, écrasent les pots. L'un d'eux balance un seau de peinture rouge sur le chemin en pierre qu'Elena avait posé à la main. Un rouge vif, genre alerte nucléaire. Puis viennent les tags. Des mots comme « intrus »,« rejoignez ou partez » en lettres noires, grâce hurlée sur nos murs. Un type casse une fenêtre, un autre démonte le système d'irrigation, à la fin 7 fenêtres brisées.
La clôture arrière en miettes et le jardin d'Elena, son refuge transformé en champ de ruines. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai téléchargé les vidéos, fait 3 copies et j'ai appelé la police. Parce que ce n'était plus juste une histoire de fleurs, c'était devenu une guerre. À 10 heures tapantes, ce matin-là, je me retrouvais assis dans une petite salle de réunion sans fenêtre. Au commissariat, les néons bourdonnaient au-dessus de moi, l'adrénaline encore en feu dans mes veines. En face, l'inspecteur Tran se pencha légèrement en avant et me lança « Vous étiez dans le renseignement militaire, non ?» J'ai hoché la tête. Je m'en doutais. Il murmura en feuilletant les captures que j'avais imprimées depuis mes vidéos de surveillance. La plupart des gens ne documentent pas leurs alertes avec autant de précision, sauf s'ils ont été formés pour ça. Je ne savais pas si c'était un compliment ou un avertissement. Peu importe, moi j'étais lancé. J'ai tout posé sur la table, la lettre falsifiée, les captures de vidéos, les extraits audio, les logs du système, les captures d'écran avec horodatage. Et maintenant les 10 intrus masqués qui bougeaient comme une unité entraînée. Tran n'a rien dit au début, mais j'ai vu son regard changer. Ce n'était plus une enquête de voisinage, c'était devenu une affaire sérieuse. 2 jours plus tard, le premier gros déclic est tombé. 4 des vandales avaient été identifiés. Tous anciens employés d'une soi-disant entreprise de sécurité privée basée à Colorado Springs. Le nom sonnait sérieux, Sentinel Asset Solutions. Sauf que cette entreprise était un leurre, une coquille vide. Aucun numéro de téléphone, aucun dossier fiscal, aucune activité légitime depuis 3 ans. Et le propriétaire de cette coquille, Steven Durham, le frère de Marilyn, ancien adjoint du shérif parti à la retraite sous des circonstances troubles et détenteur d'un casier judiciaire. Scellé grâce à un accord de plaidé coupable. Premier twist. Mais attends, c'est pas fini. Grâce à ce lien familial, Tran a pu obtenir un mandat et plonger dans les finances de l'association. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un virement effectué la veille de l'attaque, 7,60 $. Libellé comme une subvention de restauration paysagère. Transféré non pas à une entreprise, mais sur le compte personnel de Steven Durham. Ce n'était plus du vandalisme, c'était une conspiration, une fraude. Et peut-être même du racket. Si l'argent de l'HO a servi à financer une attaque planifiée, m'a dit Tran, on n'est plus dans le cadre d'une plainte civile, c'est pénal, fédéral. J'ai compris ce jour-là que ma famille n'était pas en sécurité, pas tant que Marilyn menait sa croisade depuis son trône beige. Alors j'ai envoyé Elena et les enfants chez ses parents au vieux chalet au bord du lac Estes. Et moi je suis resté. Quelqu'un devait faire face à l'orage. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche. Mon vieux thermos à la main, ma veste militaire sur le dos, et un 45 chargé dans le tiroir juste au cas où. Mais rien ne s'est passé. 2 jours plus tard, le parquet m'appelle. On monte un dossier, dit la procureure. Vos images et la traçabilité numérique sont solides, mais on veut que ce soit béton. Alors faites du béton, j'ai répondu. Je saurais attendre. C'est là que surgit le deuxième twist. Et franchement, je ne l'avais pas vu venir, Craig Dalton, notre voisin d'à côté. Vous voyez le genre ingé logiciel discret, toujours des colis Amazon qui traînent sur son perron. Je ne pensais même pas qu'il nous aimait bien. Mais un après-midi, Craig débarque avec une clé USB dans la main, comme si elle contenait des secrets nucléaires. Tu devrais écouter ça, il me dit. Et la bombe. Craig, en plus d'être voisin, était membre silencieux du conseil de la Shoah. Un des 5 requis. Mais Marilyn ne le laissait jamais parler. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Craig enregistrait chaque réunion fermée. Pas par vengeance, juste parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Et ce qu'il avait capté, c'était de l'or en barre, on branche la clé. Et là, dans mon salon, sa voix résonne glaciale, calculée. « Marilyn, cet homme ne s'arrêtera pas tant qu'on ne l'écrasera pas. » Une autre voix, « Et s'il nous attaque en justice ?»« Marilyn, on noiera tout dans des notes de réunion, il n'ira pas jusque-là. » Silence, puis elle lâche. On va l'enterrer sous des amendes civiles, jusqu'à ce qu'il cède. S'il riposte, on frappe plus bas. J'ai envoyé l'audio directement à l'inspecteur Tran. À ce stade, ce n'était plus qu'une affaire criminelle. C'était devenu une guerre de communication, et Marilyn n'avait toujours pas été arrêtée. Pire encore, elle a pris les devants. Elle a posté une photo floue de notre clôture vandalisée sur le groupe Facebook du quartier. Légende, certains détruisent un quartier juste pour jouer les victimes. Triste. Puis elle était passée au JT local. Debout devant une haie taillée au millimètre avec son coupe-vent siglé HOA, elle disait craindre des individus dérangés qui menacent l'unité communautaire. Moi, je regardais ça en écrasant une balle anti-stress dans une main et en scrollant les vidéos de surveillance de types masqués en train de briser mes fenêtres avec l'autre, dérangé. Moi.
Elle affirmait recevoir des menaces anonymes, se posait en victime. Elle ne m'a pas nommé, elle n'en avait pas besoin. Et puis les tracts y sont apparus, distribués dans tout le quartier, accusant moi d'avoir mis en scène l'attaque, qu'on avait détruit notre propre maison pour faire le buzz, qu'on voulait juste soutirer de l'argent à l'association. Mais Craig, ce génie a remonté la piste numérique, le domaine utilisé pour imprimer les tracts enregistrés par un faux LLC basé au Nevada, et l'email utilisé pour valider l'achat, celui de Beverly Kessler, l'assistante personnelle de Marilyn à la Shoah. Et c'est là que tout s'est retourné, parce que ce jour-là, un des vandales a craqué, Travis Dean, un petit nerveux au nez qui coule même sous masque. Quand les enquêteurs lui ont montré les vidéos, les messages, les transferts, il a plié. Il a tout raconté. C'est Marilyn qui a tout organisé. C'est elle qui leur a dit quoi faire. Elle a écrit les slogans. Elle a choisi la date. Elle a même dit « balancer la peinture là où sa femme la verra. Ça fera plus mal ». Et le pire, quand elle a vu les photos, elle a souri. Bien fait pour lui, qu'elle aurait dit. Et là, ce n'était plus une enquête. C'était devenu une chasse à la vérité. Et Marilyn Durham allait apprendre ce que ça fait de réveiller le mauvais voisin. 3 jours plus tard, ils sont venus la chercher. Le mandat a été levé à 6h42 du matin. J'étais sur mon Porsche Café à la main quand les SUV noirs se sont garés en silence devant chez Marilyn Durham. Pas de sirène, pas de cris, juste le bruit sourd de bottes sur le trottoir et le fracas sec des coups sur sa porte en bois. Elle a ouvert, en robe de chambre, en soie, un demi-sourire aux lèvres comme si elle pensait pouvoir se sortir de 14 chefs d'inculpation fédéraux avec un plateau de sablé au citron. Mais ce n'était pas le comité du quartier cette fois. C'était le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Et ils étaient là pour le cocktail Molotov, parce que ce van blanc sans plaque, garé devant chez moi la semaine dernière, il n'était pas juste bizarre, il était chargé. Des chaînes, des jerrycans, de bombes artisanales, et un sac de sport attribué directement à un certain Lonnie Ace. Un type soi-disant embauché par la Shoah comme paysagiste sans CV, sans devis, sans outils. Juste des virements réguliers et un silence total. Quand Lonnie a été interrogé, il a tenu 3 heures. Puis il a craqué. Il a tout avoué. C'est Marilyn qui lui a donné le sac. C'est elle qui lui a dit où se garer, quoi laisser, quoi écrire sur les murs. C'est elle qui voulait que ma maison brûle. Ses mots, pas les miens. À ce moment-là, le dossier est devenu un incendie médiatique. La presse s'en est emparée. Les forums de quartier ont explosé. Même le vieux monsieur, avec son drapeau confédéré au coin de la rue, a dit « Ah ouais, là c'est chaud ». Le procureur a officiellement déposé 14 chefs d'accusation criminels contre Marilyn Durham Conspiration pour incendie criminel. Destruction de biens, harcèlement, fraude, abus de fonds publics et falsification de documents officiels. Et nous, avec Craig, on a lancé une action civile. Contre Marilyn, contre la Shoah comme entité. Et contre tous les membres du conseil qui avaient à fermer les yeux. Notre avocate Claire Bennett, une femme que même les juges craignent, a lu le dossier, levé les yeux et dit « Ils vont essayer de gagner du temps. Laisse-les. Mais toi, ne cligne pas des yeux. » Et le procès, c'était du cinéma. La salle d'audience était bondée. Des caméras, des micros, des voisins bouche bée. Elena me serrait la main si fort que j'en ai perdu la sensation dans 2 doigts. Et là, au banc des accusés, Marilyn. Vêtue d'un blazer trop grand, le regard vide, le sourire fané. La procureure n'a pas traîné. Elle a appelé Travis Dean à la barre, il a tout décrit, le plan, les ordres, les masques, les outils, les textos de Marilyn. Puis est venu Lonnie. Quand il a raconté le contenu du van, la salle est tombée dans un silence glacé. Un juré a même laissé tomber son stylo. Et puis le coup de grâce, l'audio, l'enregistrement de Craig, celui de la réunion secrète de la Shoah. La voix de Marilyn résonnait dans la salle tranchante comme du verre brisé. « On va l'écraser avec des amendes civiles. Il craquera. » Le jury. Ils n'ont pas eu besoin de réfléchir longtemps. Verdict coupable. Surtout les chefs d'accusation, sentence 14 ans de prison. Parole possible après 9. Amende plus de 2 millions de dollars en dédommagement, une partie pour ma famille, le reste pour les résidents de la Shoah à qui elle avait volé leurs cotisations. Et la Shoah dissoute sur ordre du tribunal. Fin. Mais pas vraiment. Le week-end suivant, on a organisé un barbecue. Les Rosen sont apportés du pain. Craig a sorti ses côtes levées. Jack a allumé des feux d'artifice parce que bien sûr qu'il l'a fait. Elena a replanté son jardin, pas juste des remplaçants, mais des survivants, des plantes qui avaient résisté, qui avaient fleuri malgré la terre brûlée, plus rouges, plus vivantes,
comme si le sol lui-même refusait d'oublier à qui il appartenait. Et là, un voisin est venu avec une petite plaque pour notre clôture. Dessus, on pouvait lire « Ceci n'est pas une HOA, c'est une maison et ici on défend notre territoire ». On a ri, on a pleuré, on a dormi fenêtres ouvertes. Mais vous savez ce qui m'a le plus marqué ? Ce n'est pas la chute de Marilyn, c'était ce qui a suivi. 3 jours après sa condamnation, une requête légale a été déposée par la même HOA qu'on venait de dissoudre. Elle demandait une ordonnance restrictive contre moi pour menace continue envers la sécurité du voisinage. Rien que ça, c'était absurde, ridicule, mais légal. Et là, j'ai compris. Même après avoir été vaincu, Marilyn avait encore des fidèles. Un petit groupe de fanatiques, les gardiens du règlement comme je les appelle. Ils croyaient qu'elle était le dernier rempart contre le chaos. Des gens qui venaient planter des drapeaux sur mon trottoir, qui murmuraient des citations de statues la nuit. Un certain Greg Phelps m'a même envoyé un mail de menace. La police a perquisitionné son garage. Ils y ont trouvé 10 ans d'archives illégales de la Shoah, des amendes inventées, des procès-verbaux truqués et un compte secret alimenté par ces faux prélèvements. Et là, je me suis demandé combien d'autres quartiers sont encore gouvernés par des gens comme Marilyn, combien d'associations utilisent leur pouvoir pour contrôler, humilier, détruire, au nom de l'ordre, et à partir de quand ? La sécurité communautaire devient-elle une dictature de voisinage ? Qu'en pensez-vous ? Ai-je eu raison de me battre comme je l'ai fait ? Ou est-ce que moi aussi, j'ai franchi une ligne ? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que parfois, ce n'est pas la loi qui change le monde, c'est la façon dont on y répond.